Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Floirac du cabinet CDTM Conseil. Je fais partie de l'équipe d'appui à la mise en œuvre du plan régional santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes avec les cabinets STIR et Résonance publique. Donc nous sommes réunis pour 2 heures pour ce webinaire de la 4e conférence régionale santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Sans plus attendre, pour la présentation du programme de cette conférence, je passe la parole à Alice Néron pour la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, donc Alice Néron, donc je suis chargée de mission environnement à la préfecture de région. Donc la préfecture de région, avec l'agence régionale de santé et la direction régionale de l'environnement, aménagement, logement, la DREAL, Auvergne-Rhône-Alpes, pilote la mise en œuvre du PRSE, donc du plan régional santé-environnement. Je remercie tous les participants, vous tous, pour votre écoute, vos réactions dans le chat. Et je remercie bien entendu l'ensemble des intervenants qui ont accepté d'intervenir lors de ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de partager le bilan du 3e plan régional santé-environnement et de se projeter sur l'élaboration du 4e plan, dont l'élaboration commencera en fin d'année. Donc, au travers notamment d'illustrations et d'introduction au concept Une seule santé, qui sera au cœur de ce 4e plan régional. Donc, le programme de ce webinaire, donc on va déjà avoir une introduction par les 3 pilotes du PRSE que j'ai cités. Ensuite, une séquence de présentation de ce bilan et des perspectives liées au 4e plan régional santé-environnement. Présentation qui sera faite par le comité technique élargi, donc les porteurs d'action qui se sont impliqués lors de ce plan régional. Et ensuite, une séquence d'introduction au concept Une seule santé, donc on parlera donc plus largement tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à la séquence d'introduction et donc je vais passer la parole successivement donc à Françoise Noirs, qui est secrétaire générale aux affaires régionales au sein de la préfecture de région. Ensuite à Muriel Vidalin, donc directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé. Et ensuite Anne Léger, directrice régionale adjointe de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je passe la parole à Françoise Noirs. Bien, bonjour à toutes et tous. Au nom du préfet de région, je suis évidemment très heureuse de pouvoir introduire cette conférence régionale santé-environnement. La dernière avait lieu en 2019, alors elle était en présentiel, on avait cette chance-là à l'époque, même si la visioconférence a un atout, c'est qu'elle permet de réunir finalement beaucoup de monde au même moment. Et donc, voilà, je vois que vous êtes très nombreux, je vois 119 participants en ce moment, donc je vous remercie de votre présence et j'espère que le chat qui a été évoqué tout à l'heure voilà, sera actif. N'hésitez pas à contribuer. Même si effectivement on n'a pas tenu de conférence régionale santé-environnement depuis un certain temps, eh bien ça n'a pas empêché l'action d'avancer et aujourd'hui nous vous présentons le bilan de tout ce qui a été fait d'ailleurs grâce à vous et grâce à d'autres également, donc toutes les actions menées dans le cadre du 3e plan régional santé-environnement. La réussite de ce plan, je me permets d'insister, c'est bien la contribution de ce réseau d'acteurs et c'est bien la mobilisation de tous. Je vais faire extrêmement court puisque ce qui est intéressant, c'est la présentation des bilans. Pour ce qui me concerne, je vais vous rappeler rapidement les enjeux de la santé-environnement avant d'aborder l'approche Une seule santé. Alors, ça vous sera détaillé par la suite. Vous avez vu que c'est un des points d'ordre du jour. Pour ma part, c'est quelque chose que j'apprécie, dont je parle volontiers, qui m'intéresse parce qu'effectivement, c'est une autre façon de voir le concept de santé, cette notion d'approche de santé globale. Alors, on connaît les bienfaits évidemment de l'environnement et de la nature sur notre santé physique et mentale. À l'inverse, on sait également, et maintenant il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, qu'un environnement dégradé a des impacts sur notre santé, à la fois dégradation par la dégradation de la qualité de l'air, la qualité des eaux, la qualité aussi des sols. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, je me permets de faire une petite évocation d'un travail qui a été mené et validé par le préfet de région pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, mené depuis plus de 3 ans sur une stratégie qu'on appelle eau, air, sol et qui vise justement à travailler sur la qualité de l'eau, de l'air et du sol et qui est donc portée par chacun des 12 préfets de département en déclinaison de cette stratégie régionale. Dans les autres dégradations qu'on peut citer, évidemment, on peut retrouver dégradation de l'habitat, dégradation au niveau des animaux, etc. Alors, ce sont à chaque fois des
Les expositions chroniques à faible dose, mais j'évoquais tout à l'heure de nombreuses études qui sont réalisées aujourd'hui, en particulier par Santé publique France ou par l'OMS, et on sait de plus en plus, maintenant on arrive à mesurer le poids et les conséquences des facteurs environnementaux. Au niveau de l'OMS indique que ces facteurs environnementaux sont responsables de près de 20% de la mortalité en Europe. Et puis, si je devais citer un seul chiffre au niveau français, à titre d'exemple d'un des derniers rapports de Santé publique France, l'impact de la pollution de l'air ferait environ 48 000 morts par an. Donc voilà, quelques chiffres qui permettent de montrer l'importance de travailler sur ces enjeux santé-environnement. Alors, la santé environnementale, c'est un champ en constante évolution sur le plan de la connaissance et l'identification des risques, avec des risques émergents liés aux évolutions technologiques, au changement climatique et aussi aux attentes et aux changements sociétaux. Les exigences de la population sont de plus en plus prégnantes, notamment sur l'application du principe de précaution vis-à-vis des risques environnementaux. Je ne citerai pas, mais voilà, on a encore plein d'exemples récents en tête qui ont fait l'objet de la une de nombreux médias. La puissance publique doit donc adapter ses pratiques, mais aussi rendre compte pour agir. Donc, transparence des informations, communication, participation. Alors, participation des usagers, participation de tous les acteurs, multiplication des avis sur les documents de planification territoriale et les projets, et développement de l'accompagnement des collectivités territoriales. La crise sanitaire de la Covid-19 nous a démontré, si besoin en était, qu'il y avait des liens étroits entre santé animale, santé environnement, mais également santé humaine. Et donc, c'est bien le concept de santé globale que j'évoquais tout à l'heure et qui sera évoqué en troisième partie de ce webinaire. Et les interactions se déroulent à l'échelle mondiale, donc là, cette notion de santé mondiale. Et donc, le concept de One Health, qui sera au cœur du futur PRSE, lorsque nous aborderons cette construction d'un nouveau programme santé-environnement au niveau régional, ça sera au cœur de cette approche, une seule santé. Deux exemples, et je m'arrêterai là sur mes propos introductifs, deux exemples pour vous indiquer qu'avant même que le PRSE 4 ne soit lancé, évidemment Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et tout particulièrement Lyon par son histoire en matière de sites particulièrement tournés vers l'infectiologie, la vaccinologie et la santé publique vétérinaire, est déjà en bonne position et des initiatives ont déjà été lancées. Donc, si j'en cite deux, la première initiative sur la santé animale, avec la création du premier hub vétérinaire français, qui a été initié autour de Vétagro-Sup-Lyon avec l'ANSES et l'INRAE. Et puis, le deuxième sur la santé mondiale, avec l'installation prochaine de l'Académie de l'OMS à Lyon, qui diffusera dans le monde entier un programme de formation autour de ce concept de santé globale. Et le positionnement, l'installation du bâtiment de l'Académie de l'OMS est au cœur également, enfin, on a également la démonstration puisqu'il est au cœur d'un quartier qui présente déjà le Centre de recherche internationale en cancérologie, le CIRC, le laboratoire P4, le pôle mondial de surveillance et d'alerte pour les maladies infectieuses, émergentes ou épidémiologiques de l'OMS, et donc inscrit notre région et particulièrement la ville de Lyon comme une référence internationale sur la surveillance et l'alerte pour les maladies infectieuses, émergentes et épidémiologiques. Voilà, mais je laisse le suspense pour la partie 3 de ce webinaire où ce point de santé globale et mondiale sera développé et je laisse la parole au directeur de l'ARS. Merci beaucoup, Madame Noars, pour cette prise de parole. La séquence suivante concerne en effet une personne de l'ARS, mais il s'agit d'une captation vidéo qui a été assurée avec Muriel Vidalin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente tout d'abord, Muriel Vidalin. Je suis directrice générale adjointe de l'ARS, de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout d'abord, je désire, en son nom, excuser le directeur général Jean-Yves Graal, qui aurait désiré être même parmi vous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu se libérer. Donc, je vais ouvrir cette 5e conférence régionale santé-environnement auprès de Françoise Noars et de Ninon Léger. Et je crois que le fait que nous ouvrions toutes les trois et cette représentation que nous avons au niveau de l'ouverture montre bien l'impact de la santé-environnement, non seulement sur la santé, qui est un droit primordial, mais sur l'ensemble de notre écosystème.
Et dans cette démarche de relever les défis que nous pose aujourd'hui l'environnement et une activité de ces dernières décennies, eh bien, nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble, et l'Assemblée le montre aussi. Cette réunion et cette conférence, c'est, je dirais, non pas la clôture du PRS 3 et l'ouverture du PRS 4, mais on s'inscrit dans une forme de continuité, ou du moins, c'est l'impression et c'est le sentiment que j'en ai quand je vois le travail que vous avez réalisé et quand je vois les ambitions du PNS 4 que vous avez décliné au niveau de la région. Pourquoi une continuité? Parce que le PRS 3, vous avez travaillé sur les outils, sur les dispositifs, vous avez élaboré une méthode territoriale et vous avez de cette manière impliqué encore plus nos concitoyens et les collectivités territoriales qui demandent ensemble de beaucoup plus participer et d'être dans la co-construction. Et c'est vrai que c'est en proximité que l'on arrive à régler certains sujets, même si tous ne justifient pas la proximité. Quoi qu'il en soit, le PRS 4 va continuer à déployer cet acquis, hein, et ce capital que nous avons maintenant avec le PRS 3 et les précédents, mais c'est toujours, c'est long, mais nous sommes dans une démarche de plus en plus de co-construction, et je retiendrai trois verbes pour le PRS 4 qui doit et qui va vous guider de toute façon dans la construction. C'est comprendre, prévenir, agir. Quand on comprend ce qui se passe, eh bien, on a beaucoup plus envie d'y aller parce qu'on sait où est notre place et notre rôle. Quand on comprend, on connaît ou on peut envisager des actions de prévention qui permettent justement de ne pas se retrouver dans une situation de crise. Et quand on agit, eh bien l'action, ça permet aussi de résoudre les problèmes. Donc, comprendre, c'est prévenir et c'est agir. Et je vous remercie du travail que vous allez réaliser cet après-midi et dans les prochains mois, les groupes de travail commençant à se réunir à l'automne. Merci encore à vous et très bon partenariat. Merci à Madame Vidalin pour cette prise de parole qui a fait l'objet d'une captation vidéo il y a quelques jours. La parole est maintenant à Ninon Léger pour l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Estelle. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement clôturer cette séquence introductive après le SGAR et l'ARS pour souligner l'importance de la communauté régionale sur ces sujets. En effet, la communauté régionale, c'est quelque chose qui est un petit peu exceptionnel dans notre région. On va dire que toutes les régions s'appuient sur des groupes régionaux santé-environnement. Mais chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis longtemps déjà, il existe une vraie communauté qui déjà a travaillé à l'élaboration du PRS 3 de façon large, ouverte et collaborative. Et ce fonctionnement a déjà révélé et été porteur d'une grande richesse et a conduit à diversifier les points de vue dans les apports du PRS 3. Et là, dans le contexte d'ouverture à de nouveaux champs tels que prônés par le PNS 4, d'ouverture à de nouvelles réflexions sur une seule santé, cette communauté apparaît absolument aujourd'hui indispensable à l'élaboration du PRS 4 d'ici les travaux débuteront en fin d'année 2022. Donc, sur le PRS 3, je voulais juste rappeler, souligner en fait les grands événements qui collectivement nous ont conduits à réfléchir ensemble à l'élaboration de ce PRS 3 et à sa vie durant ces dernières années. C'était déjà en janvier et en septembre 2017 des travaux collectifs au sein de la communauté pour contribuer à la définition des axes de travail et des fiches actions du plan PRS 3. Puis en octobre 2018, donc quelques mois après l'approbation du PRS 3, eh bien, des échanges autour des premiers travaux.
En dernier lieu, voilà, le 11 juin 2019, donc c'était il y a presque 3 ans maintenant, la conférence régionale qui avait réuni 120 participants pour faire le bilan à mi-parcours du PRSE 3. Donc évidemment, la crise sanitaire a mis un peu un stop à ces différents rendez-vous, mais comme sur bien d'autres sujets. Néanmoins, voilà, la communauté a continué de vivre malgré tout. Et la réunion d'aujourd'hui nous montre que l'on peut renouer avec cette instance et continuer de travailler ensemble, notamment dans les prochains mois sur l'élaboration du PRSE 4. Donc voilà, moi je voulais insister sur la nécessité de votre participation active déjà cet après-midi, bien sûr. N'hésitez surtout pas à vous exprimer et à partager vos points de vue via le chat qui est mis à votre disposition. Et donc, vous dire que ce webinaire est là qu'un début de la reprise, puisque donc on reviendra vers vous en fin de cette année 2022 pour l'élaboration concrète du PRSE 4. Et vous pourrez nous faire part de vos premières propositions sur un forum et contribuer également à des ateliers thématiques qui vous seront proposés pour échanger sur le projet PRSE 4. Nous organiserons donc une nouvelle conférence régionale au moment de son approbation finale, donc fin 2023, après une année de travaux d'élaboration du PRSE 4. Et vous l'avez compris, eh bien, vous avez été les acteurs du PRSE 3 et nous vous attendons acteurs du futur PRSE 4. Donc, je vous remercie encore pour vous être connectés si nombreux aujourd'hui. Voilà, nous sommes 62 participants à l'heure où je vous parle. Et vous venez tous d'horizons extrêmement variés, mais vous avez tous un rôle à jouer. Donc, je vous remercie d'être là et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci, Madame Léger, et merci aux 3 pilotes qui ont assuré ces présentations introductives. Juste un détail, Madame Léger, je crois qu'il y a une petite déconnexion parce que personnellement, je vois 132 participants. Donc, nous avons... Ah oui, pardon, j'ai lu le nombre de discussions, le nombre de messages dans la discussion. C'est 132 participants, oui, je suis désolée. C'est beaucoup plus. Aucun problème. Donc, pour poursuivre cette visioconférence, avant de passer au bilan stricto sensu du PRSE 3, je passe donc la parole à Bruno Fabre pour l'Agence régionale de santé pour la partie bilan. Alors, bonjour à tous. Donc, le partie bilan qui sera en plusieurs séquences, hein, le bilan général que je vais présenter. Ensuite, on aura quelques présentations de nos collègues et partenaires sur un certain nombre d'actions du PRSE. Et puis, ensuite, nos collègues de l'ADREAL présenteront les perspectives du PRSE 4. Donc, moi, je m'en tiens à un bilan assez général. Donc, pour rappel, le PRSE avait cette vocation de proposer un cadre pour favoriser l'action locale. Et à cette fin, on a essayé de répondre à un certain nombre d'enjeux qui se déclinaient en objectifs de ce PRSE. Le premier enjeu, c'est de donner à comprendre ce qu'est la santé environnement et ses enjeux, justement, donner à comprendre que ce soit aux acteurs, mais également aux citoyens, hein. Deuxième enjeu, c'est de contribuer à réduire les risques d'exposition environnementale et leurs impacts sur la santé. Et le troisième, c'est justement d'essayer de travailler cette question de démultiplier l'action sur le terrain, dans les politiques locales, de façon concrète, et finalement, dans cette idée d'offrir à nos concitoyens un environnement qui soit favorable à leur santé. Alors, ce plan s'est traduit par la production d'un certain nombre d'outils au niveau régional, des outils de mobilisation et des outils de passage à l'action, de l'observation, des formations, des guides, des ressources diverses, des dispositifs d'accompagnement, des appels à manifestation d'intérêt, en fait différents types d'outils, avec cette idée que on a en parallèle cherché à voir comment convaincre les acteurs des territoires d'agir, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein, territorialiser les enjeux de santé environnement.
Alors, un des éléments saillants de ce bilan du PRSE, c'est le partenariat qu'on a pu mettre en place. Et ce partenariat qui figure sur ce schéma, je ne vais pas le détailler, hein, autour de nos 3 axes, comprendre, réagir, prévenir. Nous avons pu, et nous les remercions ici, réunir autour des pilotes et de notre AMO, tout un ensemble d'acteurs qui, grâce à leurs compétences, à leur relais dans les territoires, ont largement contribué à la concrétisation de nos ambitions sur les différentes actions du plan. Ce bilan, il figure dans un document qui vous a été adressé à l'amont de ce webinaire, donc on ne va pas le passer en revue. Je rappelle encore une fois qu'on a un de nos partenaires qui vont faire des présentations plus détaillées de certaines actions. Donc on a un document exhaustif mais court d'une douzaine de pages qui relate de façon, on peut passer à la diapo suivante, l'ensemble des 19 actions du plan, avec ce qu'on avait prévu de faire, ce qui a été réalisé et des liens pour permettre aux lecteurs d'aller creuser sujet par sujet toutes les ressources et productions qui sont issues du travail du PRSE3. Donc je vous engage à vraiment vous approprier ce document, encore une fois, qui est assez court et qui est exhaustif. Ce bilan, on va l'accompagner d'un certain nombre de fiches outils. Donc ce sont des recto verso qui ont pour objectif, dispositif par dispositif que nous avons mis en place, de proposer finalement une présentation de chacun de ces dispositifs, des ressources associées, et avec cette idée d'avoir un caractère opérationnel sur ces fiches pour encore une fois aider les acteurs à agir. Donc il y en a 2 qui ont été déjà publiés sur la formation des élus à la santé environnement et sur toute la dynamique d'éducation et de promotion de la santé environnement. 4 autres fiches outils seront publiées au cours de l'été et on en prévoit encore une toute dernière à la fin de l'année quand les travaux sur l'urbanisme favorable à la santé auront abouti. Voilà, donc cet ensemble de fiches complète le document de bilan. Donc avant de passer à des points plus précis, action par action, on souhaitait évidemment revenir sur cette question de territorialisation du PRSE. Si le cœur du PRSE 4 est amené à être celui du concept d'une seule santé, on aura besoin d'un fil rouge qui est celui d'aller jusqu'au terrain. Et on a vu que c'était d'ailleurs dans vos retours un axe de progrès. Et effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est comment agir en santé environnement dans les territoires. Donc pendant le PRSE3, nous avons, outre la création d'outils, essayé de réfléchir à la manière de procéder. Et on a un peu une sorte de modèle, une sorte de réflexion que je vous présente là en une diapo, autour de deux axes, hein. Le premier, c'est de mettre à contribution tous les outils dont on dispose. Donc, il y a tout d'abord les outils législatifs et réglementaires, il ne faut pas les oublier parce qu'ils permettent de protéger la population d'un certain nombre de risques et de mettre en place des préventions des expositions. Mais au-delà de ces outils réglementaires, il y a les outils que nous avons travaillés, construits dans le cadre de notre PRSE, observation au santé environnement, ce qui permet de faire des diagnostics locaux, l'éducation et la promotion de la santé, que l'ARS met comment dire, en mobilisation locale à travers des relations de travail qu'on crée avec les collectivités à travers un appel à manifestation d'intérêt pour justement déployer des actions d'éducation localement, la formation des élus, l'urbanisme favorable à la santé, puis un certain nombre d'outils thématiques sur l'air, sur l'eau, sur les pollens, etc. Et troisième champ d'outils, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les collectivités pour agir. Elles le souhaitent, mais souvent font état d'un manque de compétences, de moyens, d'appui. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va faire qu'on travaille de façon plus opérationnelle à travers les questions financières, par exemple en lançant des appels à projets, à travers la mobilisation d'une ingénierie de projet. Et là, il faut que les comités locaux de cohésion territoriale qui, autour du préfet, ont cette vocation d'apporter un appui en ingénierie, s'intéressent aux questions de santé environnement, et puis un travail d'animation territoriale
et d'animation thématique avec des rencontres régionales, le portage de la santé environnement dans les instances locales comme les contrats locaux de santé, les contrats de relance ou de transition écologique et d'autres politiques d'aménagement et d'urbanisme, par exemple, ou d'éducation ou d'alimentation. Et bien sûr, le site internet de l'ARS dans l'idée de partager l'ensemble des travaux accomplis. Avec deuxième axe, c'est l'idée de construire autour d'acteurs impliqués en santé environnement un réseau de plus en plus étoffé et ainsi de déployer l'action dans les territoires. Et c'est bien cet objet que le PRSE 4 va essayer de travailler encore plus. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bruno, pour cette intervention qui présente le panorama global du bilan du PRSE 3. Et donc, je précise que tu es responsable du pôle santé-environnement à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, suite à une question du chat. Je ne l'ai pas dit. OK. Excusez-moi. Donc, direction de la santé publique de l'ARS et pôle santé-environnement plus particulièrement. Merci, Bruno. Pour compléter ce panorama global du bilan du PRSE 3, le comité technique a souhaité donner la parole à un certain nombre de pilotes et partenaires opérationnels qui ont eu la charge de conduire certaines actions sur les dernières années du PRSE 3. Donc, on vous propose là aussi une séquence vidéo qui va permettre de donner la parole à 5 pilotes et partenaires avec, pour la première action, il y aura simplement une vidéo de présentation d'un outil qu'on appelle OSE, Observation en santé environnement, qui a été conduit dans le cadre de l'action 1 du PRSE 3, intitulée Consolider l'observation justement en santé environnement et faciliter son utilisation par les décideurs. Ensuite, nous aurons la présentation en quelques minutes des principales réalisations et résultats dans le cadre de l'action 11 autour de la qualité de l'air extérieur. Un mot sera dit sur les actions portées sur l'ambroisie dans le cadre de l'action 13. Ensuite, quelques mots sur les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux dans le cadre de l'action 15. Et pour finir, l'action 16 autour du changement climatique et l'action 17 autour de l'intégration de la santé environnement dans l'aide à la décision sur les documents de planification et les projets d'aménagement, donc autour de l'urbanisme favorable à la santé. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Fabry, je suis chargée de mission à la DREAL au pôle climat et énergie. Je suis intervenue sur les actions 16
adaptation au changement climatique du PRSE et sur l'action 11, qualité de l'air. L'action 11 visait une meilleure prise en compte de la qualité de l'air dans les plans climat, air, énergie, territoire, non couverts par un PPA, plan de protection de l'atmosphère. Ces territoires sont moins sensibilisés à la question de la qualité de l'air, alors que les polluants étant générés par les activités humaines, tous les territoires sont concernés. L'action a été copilotée par l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en juillet 2019. Il a permis de retenir les candidatures de 14 EPCI répartis entre l'Allier, l'Isère, la Haute-Savoie et le département du Rhône. Le syndicat d'énergie de l'Allier était mandaté par les collectivités pour coordonner l'élaboration de leur PCAET. Entre novembre 2019 et octobre 2020, nous avons travaillé sur une meilleure prise en compte de la qualité de l'air dans les fiches actions des plans PCAET en abordant des sujets variés tels que l'urbanisme favorable à la santé, l'amélioration des dispositifs de chauffage au bois non performants, les mobilités douces et les incitations financières associées, l'ambroisie, émergente sur certains territoires, le brûlage des déchets à l'air libre, par exemple. Les DDT, les représentants locaux de l'ARS et de l'Adréal, les chambres départementales d'agriculture ont été associés, ainsi que des associations environnementales. Les sources et les présentations des réunions ont été rassemblées dans un document de synthèse qui est disponible sur le site du PRSE3. Dans le contexte des élections municipales de 2020, ce document était destiné à être utilisé pour la formation des nouveaux élus. Les collectivités étaient également demandeuses d'un calcul théorique sur l'efficacité des actions en faveur de la qualité de l'air. La plateforme Air Attitude, développée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, référence les pratiques mises en œuvre par les collectivités et par les citoyens. Elle permet d'évaluer les quantités de polluants, de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie ainsi évitées. Les collectivités lauréates de l'AMI ont confirmé que ces travaux leur ont permis de mieux intégrer la qualité de l'air dans leur PCAET, sous l'angle notamment de la prise de conscience de l'importance de la qualité de l'air et de conduire à leur niveau des actions sur ce volet. L'AMI leur a permis également de redimensionner certaines actions, de mieux les orienter, voire de finaliser la rédaction des fiches actions. Elle a permis aussi de former leurs nouveaux élus ou de mieux intégrer ces actions dans d'autres outils de planification tels que Villes respirables, les PLU ou les SCOT. Bonjour, Christophe Bras, je suis le responsable du pôle santé-environnement à Fredon Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une structure à but non lucratif qui a pour vocation la santé du végétal, mais aussi la santé de l'homme et de l'environnement. Nous avons en charge une action dans le cadre du plan régional santé-environnement, qui est l'action numéro 13, avec notamment une action concrète qui est l'animation du plan régional de lutte contre l'ambroisie. Dans le cadre de ces actions, nous avons plusieurs niveaux d'accompagnement technique sur le thème de la lutte contre cette plante dont le pollen est allergisant, avec des groupes de travail au niveau régional qui ont pour vocation de fédérer des acteurs professionnels sur la lutte contre l'ambroisie, avec notamment 3 groupes de travail sur des thématiques différentes. Un groupe de travail agricole qui est le principal, où sont rassemblés autour de la table, que ce soit les chambres d'agriculture, les représentants des coopératives agricoles, du négoce agricole, et bien sûr différents autres acteurs professionnels agricoles. Au sein de ces groupes de travail, pour zoomer un peu, on est là pour mettre en place une stratégie régionale à l'attention des différents acteurs qui travaillent sur cette thématique localement, de façon à ce qu'ils puissent démultiplier localement l'action auprès là de professionnels agricoles ou même d'agriculteurs sur le terrain, de diffuser cette information de la lutte obligatoire de l'ambroisie et des méthodes de lutte adaptées pour justement être opérationnels sur le terrain. C'est aussi l'occasion de mettre en réseau ces acteurs de façon à ce qu'ils s'enrichissent les uns des autres de leurs expériences. Nous avons donc un groupe de travail agricole, mais aussi un groupe de travail pour les gestionnaires de grands linéaires, les bords de route, SNCF, les voies navigables, etc. Et aussi un groupe de travail sur les milieux naturels.
Tout ça à l'échelle régionale. Maintenant, zoomons sur l'accompagnement technique que nous réalisons à l'attention d'acteurs plus locaux. Et dans la réglementation, il y a l'obligation de lutte de l'ambroisie en s'appuyant sur des référents communaux. Le référent ambroisie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous avons en charge d'accompagner, de l'aider à mettre en place un plan d'action sur sa commune. Ce travail-là se fait en collaboration avec les différents partenaires qu'on a dans les groupes de travail, principalement l'ARS, qui est le financeur de cette action. Mais bien sûr, nous sommes en relation continue avec l'ARS, avec le lien réglementaire qu'il peut y avoir sur ce plan régional de lutte, mais aussi tous les autres acteurs qui peuvent être présents dans des groupes de travail régionaux. J'ai cité les chambres d'agriculture, les COP, les négoces, et donc forcément, ce travail se fait aussi avec des partenaires locaux qui sont en contact avec le référent ambroisie. Pour aider le référent dans la mise en place de plans d'action sur sa commune, nous avons mis en place un outil disponible régionalement qui est le portail de lutte contre l'ambroisie, qui est un portail internet qui permet d'avoir accès à une boîte à outils complète sur comment gérer sur sa commune la lutte contre l'ambroisie, avec à la fois un logigramme qui permet de savoir comment avancer pas à pas pour lutter contre l'ambroisie, mais aussi des courriers pour pouvoir, des modèles de courriers pour pouvoir envoyer des courriers, des outils de communication, tout un tas d'outils nécessaires pour le référent ambroisie pour qu'il puisse mettre en place de façon efficace sur son territoire communal la lutte contre l'ambroisie. Bonjour, donc je suis Christelle Lama, je suis ingénieure sanitaire au pôle régional santé-environnement de l'ARS. Et avec ma collègue Armelle Mathieu-Hermé, nous avons porté l'action 15 du PRSE 3 qui s'intitule « Accompagner et promouvoir la démarche de plan de gestion et de sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable ». Donc les plans de gestion et de sécurité sanitaire de l'eau, donc PGSSE en abrégé, c'est une démarche en fait d'amélioration continue de la qualité dont l'objectif est de pouvoir passer d'une approche plutôt réactive en cas de dysfonctionnement à une réelle démarche d'anticipation des risques pour les limiter, voire les éviter, et ainsi améliorer la distribution de l'eau, que ce soit en qualité ou en quantité. Pour pouvoir déployer ces démarches, ça nécessite quand même une bonne compréhension par les personnes responsables de la production et la distribution d'eau, une appropriation de cette démarche et notamment de certaines étapes clés. Donc, pour mettre en œuvre cette action, on a conçu une première étape, une étape qu'on a appelée acculturation au PGSSE, qui a consisté à l'élaboration de plusieurs réunions. Donc, on a fait deux choix. Le premier choix, c'est que ces réunions soient en présentiel, puisqu'on souhaitait une meilleure facilitation des échanges avec les collectivités. Et également, nous avons fait le choix de faire des réunions en département, parce que la structuration de l'alimentation en eau potable, voire les problématiques peuvent être assez différentes d'un territoire à l'autre. Donc, on a fait 12 réunions en département. Donc, cette action s'est menée assez tardivement, puisque souhaitant rencontrer les collectivités, le contexte sanitaire nous a obligés à reculer un peu. Donc, on l'a fait de mars en juin 2022. Et on a aussi fait 2 webinaires pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. Donc, le premier bilan de cette première action, c'est qu'on a pu mobiliser 550 personnes qui représentaient 400 responsables de la distribution de la production d'eau. Donc, il faut savoir que ça correspond à peu près au quart des responsables sur la région, donc c'est très satisfaisant. Et que les retours qu'ils nous ont fait de cette première approche, cette première acculturation sont très positifs. Donc, on voit que l'approche au plus près des collectivités, sur les territoires, en adoptant une approche au départ plutôt régionale, mais au contexte territorial, permet d'avoir une bonne mobilisation au niveau local. Donc, la prochaine étape maintenant, qui sera menée en septembre, c'est de mobiliser 12 collectivités volontaires qui vont s'engager concrètement dans l'élaboration des PGSSE sur leur territoire. Donc, on va mener un appel à manifestation d'intérêt en septembre, donc, pour pouvoir recruter une collectivité par département, et on reproduira cet appel à manifestation d'intérêt sur 3 ans. Donc l'ADREAL, les agences de l'eau, mais aussi les conseils départementaux seront associés au comité de suivi de cette action d'accompagnement. Alors, ça sera un accompagnement vraiment technique des collectivités, parce qu'on pense que c'est intéressant, et ils en sont aussi demandeurs, de s'assurer de la complémentarité, voire des synergies avec les autres politiques d'amélioration de la qualité de la ressource,
mais également les politiques d'appui aux collectivités locales. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que notre approche, le choix de cette approche à la fois participative et au plus proche des territoires, et elle est cohérente d'ores et déjà avec les orientations qui sont prises par le PNSE 4, qui incite à la territorialisation des actions. Bonjour, Evelyne Bernard, chef de pôle délégué climat et énergie au service prévention des risques industriels climat et énergie à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis intervenue dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional santé-environnement sur 2 actions. L'action 11 relative à la qualité de l'air et je vais vous parler plus dans le détail de l'action qui a permis effectivement de décliner donc celle relative à la prise en compte du changement climatique et plus particulièrement dénommée mettre en place des mesures visant à limiter la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux aléas climatiques. Alors pour cette action 16, nous avons travaillé donc avec notre partenaire opérationnel qui est le CEREMA. Nous avons fait le choix de la décliner en 2 temps organisés à l'attention, donc 2 webinaires organisés à l'attention prioritairement des collectivités, dans la mesure où on leur proposait effectivement de travailler sur la notion d'îlot de chaleur urbain et de leur montrer ce dont elles pouvaient disposer et mettre en place pour, dans le cadre de l'aménagement du territoire, apporter des mesures effectivement de réponse correctives à ces problématiques effectivement localisées dans les villes, liées à l'aménagement de la ville et à l'augmentation des températures moyennes. Donc la mise en œuvre de cette action, nous avons organisé 2 webinaires, l'un sur un certain nombre de retours d'expérience. Il s'agissait effectivement de montrer comment déjà des collectivités, un certain nombre, s'étaient déjà approprié la problématique, avaient déjà procédé au repérage de ces quartiers hein, qui sont effectivement susceptibles d'être concernés par des problématiques d'îlots de chaleur urbain. Et donc, dans ce premier webinaire, on a eu pratiquement 300 participants et il y a donc eu une succession de témoignages concernant tant l'aménagement de bâtiments qu'effectivement le traitement, par exemple, ou la renaturation de cours d'école, mais également effectivement des problématiques liées à la méthodologie que certaines collectivités mettaient en place donc, pour identifier ces secteurs prioritaires. Et dans le deuxième webinaire, l'accent a été volontairement mis effectivement sur ces questions de méthode, de procédés qui pouvaient être utilisés donc par les collectivités, de méthodologies existantes. Et là, on a essayé de s'adresser à toutes les collectivités, soit par l'identification de données qu'elles pouvaient mettre en place dans le cadre des observatoires pour justement identifier ces quartiers qui pouvaient être concernés, soit en allant plus loin avec des outils de modélisation pour vraiment avoir un repérage et un traitement donc très adapté à ces problématiques. Et puis bien sûr, on a donné toute une liste hein, d'indications sur les problématiques de végétalisation, de présence de l'eau, de choix de matériaux, d'orientation, tout ce qui pouvait effectivement consister en des actions dont les collectivités peuvent tout à fait se saisir. Voilà, ces 2 webinaires ont fait l'objet bien sûr d'une page de restitution sur le site internet du plan régional santé-environnement et puis d'un document de synthèse qu'on a eu l'occasion de communiquer à plusieurs reprises, notamment auprès de nos collectivités, puisque dans le cadre de leur plan climat, elles travaillent sur cet aspect de la vulnérabilité de leur territoire et la problématique ICU, îlot de chaleur urbain, est très présente effectivement dans ces réflexions locales. Merci. Je suis Claire-Marie Rouchouz, donc chargée d'études à Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, et je vais vous présenter ce qu'on a fait donc avec les autres agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'action 17 du PRSE, l'action 17 qui s'intitule « Intégrer les enjeux de santé-environnement dans l'aide à la décision sur les documents de planification et les projets d'aménagement ». Cette action 17 du PRSE, elle a comme pilote stratégique la DREAL. Elle est aussi suivie par l'Agence régionale de santé. Les partenaires opérationnels sont donc le réseau des 4 agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes, lui-même appuyé d'un point de vue technique par l'ORS, donc l'Observatoire régional de la santé. Cette action 17 nous a mené à faire plusieurs réalisations.
D'une part, des expérimentations pour pouvoir amener de la matière sur comment intégrer la santé dans des démarches de planification et de projets urbains menés à l'échelle locale. Donc, nous avons conduit au total 8 expérimentations sur le territoire régional en 2 vagues, en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, il y a eu des expérimentations au niveau de PLUI. Dans la deuxième vague d'expérimentation, qui a été lancée à partir de l'année 2019-2020, ont été accompagnés des SCOT, ainsi que une expérimentation de coordination de politique publique dans la communauté d'agglomération de Vienne-Condrieu, et un accompagnement à un projet urbain dans la ville de Namur, dans le cadre du lancement du programme Petite Ville de demain. Donc, toutes ces expérimentations ont donné lieu, donc bien sûr, à un accompagnement local par les agences d'urbanisme et l'ORS, de la manière dont, dans leur politique publique, il s'agissait d'accompagner la collectivité pour l'aider à donner une dimension santé, d'intégrer la santé finalement dans la démarche en cours. Donc, cet accompagnement s'est fait au niveau local, avec aussi donc, un appui technique donc, des agences d'urbanisme et de l'ORS, mais aussi un suivi par l'ARS et la DDT localement de ces projets. Et puis, à l'échelle régionale, il en a été rendu compte grâce à un comité technique partenarial qui s'est tenu chaque année, 1 à 2 fois par an, avec tous les partenaires régionaux de cette action. Donc, ces partenaires régionaux, c'était bien sûr les collectivités impliquées dans l'expérimentation, mais aussi des partenaires impliqués dans les questions de santé et environnement à l'échelle régionale, comme par exemple ATMO, le CEREMA, VAD, la région aussi a participé, et puis bien sûr l'ADREAL, l'ARS, l'ORS, etc. Ça a été un premier relais d'information par rapport à ces expérimentations. Un deuxième relais a été un rapport technique qui a été produit en fait suite à ces expérimentations pendant l'année 2021 qui comporte à la fois une présentation des expérimentations mais aussi une analyse croisée de tous les enseignements qu'on a pu en faire et aussi une analyse juridique de comment dans le code de l'urbanisme qui est aujourd'hui existant, notamment dans des documents et des démarches de planification comme les SCOT et les PLUI, on peut intégrer la santé et quelle en est l'analyse juridique qu'on peut en faire. Le rapport technique a été un autre moment fort de cette action 17. Ce rapport va être disponible très prochainement pour tous. Nous avons également commencé la production de fiches pédagogiques qui ont vocation en fait à la fois à interpeller les territoires pour qu'ils se lancent dans des démarches d'urbanisme favorable à la santé, que ce soit dans le cadre de leur démarche de planification ou dans des projets urbains, mais aussi de les éclairer sur différents aspects de ces démarches-là. Des vidéos d'acteurs seront également mises à disposition pour illustrer et donner envie. Ces vidéos seront issues de personnes ayant été impliquées au sein de leur collectivité, soit des élus, soit des techniciens, dans les expérimentations menées dans le cadre de l'action 17 du PRSE. Et également des pilotes qui auront conduit l'action 17. Voilà, nous espérons que ces quelques témoignages vous auront permis de mieux connaître les quelques actions sur lesquelles le focus a été mis aujourd'hui. Nous avons quelques minutes à consacrer à la fin de cette séquence sur la partie rétrospective sur le PRSE 3. Est-ce que certaines personnes du comité technique du PRSE 3 souhaitent réagir, compléter, répondre à une question du chat peut-être avant de passer à la séquence suivante? Bruno Fabre de l'ARS, je rappelle du coup. Il y a une question sur le volet financier du PRSE. Alors, c'est une question qui est un peu compliquée pour y répondre, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de choses qui se font et qui ont un impact favorable sur l'environnement, ce qui fait que, et d'ailleurs les ministères mènent actuellement une inspection pour justement un audit pour essayer de quantifier l'argent mobilisé par les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités, sur
la santé environnementale. Donc, c'est assez compliqué, mais pour ce qui concerne donc, plus strictement notre PRSE 3 et les financements qui ont été apportés par la DREAL et l'ARS, sur les 5 années du PRSE, nous avons investi environ 7 millions d'euros, dont un peu moins d'1 million sur un travail d'animation du PRSE, le reste sur les actions proprement dites, appel à manifestation d'intérêt, appel à projet, et bien sûr mise en place des partenariats dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc pour une évaluation assez globale, et c'est ça qu'il faudra aussi qu'on travaille dans le cadre du PRSE 4, avec l'idée que ces sommes finalement servent un petit peu d'impulsion pour que les acteurs eux-mêmes investissent dans leur droit commun, on va dire, hein, les enjeux de santé environnement, y compris sur les aspects financiers. Merci Bruno. D'autres prises de parole du comité technique? S'il n'y en a pas, peut-être rappeler aussi l'existence de l'état des lieux régional en santé-environnement. Bruno, est-ce que tu veux en dire quelques mots? Alors c'est vrai que ce qu'on a présenté tout à l'heure sur l'observation santé-environnement qui permet de faire des diagnostics locaux, donc ça c'est vraiment des bases de données à l'échelle communale, hein, la plus fine qu'on peut avoir. Il existe également un document à l'échelle de la région, avec un découpage grosso modo par les 200 bassins de vie qui constituent notre région. Nos collègues ont placé le lien sur le chat, vous pourrez y accéder. Donc, qui présente avec, je crois, il y a une soixantaine de cartographies sur un peu tous les sujets, des déterminants de santé en lien avec l'environnement et des déterminants environnementaux eux-mêmes, qui présentent les grandes thématiques de santé environnement de la région. Et ça, c'est déjà un premier point d'entrée pour n'importe quel territoire, déjà de s'approprier cet outil et ensuite de faire un travail effectivement plus de détails à son échelle. Un travail qui était réalisé, hein, comme pour l'observation santé-environnement, avec l'Observatoire régional de la santé et le CEREMA. Et cet état des lieux a été mis à jour entre 2020 et 2021. Merci Bruno pour ces précisions sur ce document qui effectivement a été mis à jour très régulièrement sur les années qui viennent de s'écouler. S'il n'y a pas d'autres prises de parole. Une question complémentaire qui est arrivée pendant ce temps. Je vais la relayer. Donc, c'est une question, comment faire pour inclure un volet santé-environnement dans les SCOT en cours. Et je crois que c'est du côté de la DREAL qu'une réponse est susceptible d'être apportée. Bonjour à tous. La parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ghislaine Guimond de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, donc pour cette question, en fait, on est vraiment dans le prolongement de l'action 17 qui vous a été, auquel vous venez d'avoir un témoignage à l'instant, donc par Claire-Marie Rocheuse. Donc il y a eu 8 opérations qui ont été conduites, hein, de déclinaison dans différents documents. Et de manière générale, donc ça s'inscrit dans le prolongement d'urbanisme favorable à la santé. Et donc on se retrouve donc dans une situation où, comme le disait Bruno à l'instant, l'impulsion qui peut être donnée au travers des différents documents et de leur déclinaison peut être réutilisée. Donc il y a des documents de restitution qui sont mis à disposition ou qui devraient l'être très prochainement et qui permettent justement de récupérer ce retour d'expérience et donc de pouvoir donner des idées dans une mise en application pratique au niveau des différents documents d'urbanisme, sachant qu'il existe des canevas documents structurants déjà par ailleurs. Mais là, on est vraiment au niveau du PRSE sur des expériences intéressantes. Et d'ailleurs, on a vu dans l'enquête que c'était un sujet qui était une de vos préoccupations à tous, puisqu'elle apparaissait, je crois, dans le top 3 tout à l'heure. Voilà. Merci Ghislaine pour ces éléments de réponse. S'il n'y a pas d'autres prises de parole du comité technique, on va vous proposer pour l'instant de clôturer cette première séquence rétrospective.
propose de repasser maintenant à la suite du webinaire sur la partie un petit peu prospective cette fois, en passant la parole à Pauline Arama pour la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Oui, donc Pauline Arama, je suis chef déléguée du pôle risque sanitaire sol et sous-sol à la DREAL. Comme on l'a vu à l'instant avec les divers témoignages de pilotes et partenaires de Fiche Action, la productivité a été au rendez-vous ces dernières années, mais tout va bien parce que les idées ne manquent pas pour la suite. Et donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Parce que, donc, comme le précédent, notre futur PRSE4, il va s'inscrire dans un cadre national. Ce cadre national, c'est le 4e plan national santé-environnement qui a été publié le 7 mai 2021 et qui porte donc le joli nom le titre de « Un environnement, une santé ». Ce PNSE4, il est structuré en 4 axes, parmi lesquels, en fait, on reconnaît certaines des orientations de notre PRSE3. On retrouve notamment l'aspect connaître, comprendre avec l'axe 1, qui vise à mieux informer les populations pour mieux les protéger. Ensuite, on retrouve le volet agir, réagir avec l'axe 2, réduire les expositions environnementales affectant notre santé. Ensuite, chose importante, on note que l'aspect déclinaison des actions au plus près du terrain, sur lequel on a été pilote en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du PRSE3, eh bien, ça fait maintenant l'objet d'un axe dédié, l'axe 3, qui s'appelle « Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires ». Et puis enfin, le 4e axe est vraiment orienté sur la recherche, mieux connaître les liens entre santé et environnement grâce à la recherche. Donc, on l'a dit, il y a 4 axes, mais surtout, il faut retenir que ce plan comporte 20 actions uniquement, donc un nombre resserré d'actions, 20 contre plus d'une centaine dans le précédent plan national, le PNSE3, ce qui doit permettre de gagner en lisibilité et en efficacité. Voilà. Alors, les 20 actions, je ne vous en montre pas la liste exhaustive aujourd'hui, mais elles ont vocation à ne pas être redondantes et donc à être complémentaires avec les autres plans nationaux et les stratégies thématiques, comme par exemple le plan éco-phyto pour les pesticides, le plan national d'adaptation au changement climatique, le plan radon, le plan santé au travail, voilà. Donc en fait, pour avoir la vision d'ensemble au niveau national, il faut connaître ces différents plans sectoriels. Concernant la gouvernance, rapidement, donc le pilotage est assuré conjointement par la DGS du ministère de la Santé et la DGPR, Prévention des risques, du ministère de la Transition écologique, qui sont donc en charge de la mise en œuvre du plan et puis de son articulation avec toutes les politiques publiques de santé et environnement. Ensuite, on a le GSE, le groupe santé-environnement, qui réunit les parties prenantes et auxquels sont associés plusieurs groupes de suivi des actions qui vont donc assurer un pilotage plus précis des différentes actions qui sont regroupées en blocs pour plus de facilité. Et enfin, ce qu'il faut noter, c'est la création d'un nouvel organe qui s'appelle le comité d'animation des territoires, qui est composé donc de représentants des collectivités, mais aussi des ARS, des DREAL, et qui va travailler sur le renforcement de l'intégration de la santé et environnement au sein des territoires. Voilà. Donc, comme son libellé l'indique, une santé, un environnement, au cœur du PNSE4 se situe donc cette notion de une seule santé, ou One Health, comme on l'entend souvent dire en anglais aussi, qui consiste donc à prendre en compte de manière intégrée la santé, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, compte tenu de tous les liens qui les unissent. Alors tout à l'heure, on aura l'occasion d'entendre parler des experts qui vont nous présenter quelle est vraiment, à quoi consiste cette notion, qui n'est pas forcément si évidente au premier abord. Et donc, j'en profite pour vous signaler que la DREAL a lancé il y a quelques semaines un appel à projet à destination des associations qui a pour objet, entre autres, l'accompagnement de la population à l'appropriation de cette notion d'une seule santé. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site internet si cela vous intéresse. Voilà. Donc, le Code de la santé publique, il prévoit que le plan national santé-environnement soit décliné dans les régions. Donc, ça va de nouveau être le cas avec le PNSE4. Bien sûr, les enjeux de cette déclinaison en plan régional santé-environnement, c'est une adaptation au contexte local, l'association des acteurs locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des actions, et puis la recherche de cohérence et d'articulation avec les plans, les stratégies, les schémas régionaux ou même à l'échelle infrarégionale. Donc, cette déclinaison du PNSE4 dans les plans régionaux, elle est cadrée par une instruction, l'instruction du 13 avril 2022, qui fixe plusieurs éléments de cadrage. Donc, je vous présente rapidement. Alors, il est demandé à ce que les PRSE4 des différentes régions s'inscrivent dans la démarche Une seule santé.
Il est demandé, c'est très logique, que leur élaboration se base sur le bilan des PRSE3 et donc que les actions fructueuses et qui ont encore du potentiel soient maintenues, elles soient amenées à perdurer. Et puis à noter aussi, même si beaucoup de marge de manœuvre est laissée aux régions, qui doivent vraiment choisir des actions qui répondent à leurs enjeux prioritaires locaux, il est quand même demandé de décliner de manière obligatoire 5 actions compte tenu des enjeux nationaux qui y sont attachés. Donc, il s'agit d'une action sur la formation des professionnels de santé, une action sur la prévention des maladies transmises par les moustiques, une action sur la prévention des impacts des espèces envahissantes proliférantes comme l'ambroisie, une action sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des établissements accueillant des populations sensibles, et enfin une action sur la surveillance de la faune terrestre et la prévention des zoonoses. Donc, on sent que le Covid est passé par là dans la mise en lumière des actions. Voilà. Alors, un autre élément de cadrage important de cette instruction est qu'il est demandé une mise en cohérence du PRSE 4 avec les autres outils de programmation définis localement, par exemple le SRADEC, le schéma régional d'aménagement, développement durable, etc., les PCAET, les PPA, les PLU. Mais surtout, ce qui est exigé, c'est que la construction du PRSE 4 soit coordonnée avec les travaux menés pour le renouvellement des projets régionaux de santé, les PRS. Et donc, il va y avoir une synchronisation des calendriers qui sera nécessaire. Enfin, derniers éléments de cadrage à mentionner, l'instruction prévoit que les projets de PRSE devront faire l'objet de consultations, avec notamment la consultation obligatoire de la CRSA, qui est la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. D'autres consultations facultatives sont toujours possibles. Voilà. Et concernant l'officialisation du plan, comme les précédents, il est prévu que les PRSE 4 soient signés conjointement par le préfet de région, le directeur général de l'ARS et, si possible, le président du conseil régional. Et il est attendu que cela soit fait, que ce soit signé et mis en œuvre avant la fin de l'année 2023. Voilà. Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur notre perspective pour le PRSE 4 Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, en fait, on envisage un PRSE 4 dans la continuité du PRSE 3, puisque les approches que l'on a adoptées ces dernières années s'avèrent en cohérence avec les enjeux et les orientations du nouveau PNSE 4. Donc, on va reprendre les axes, les objectifs du PRSE 3, mais bien sûr avec l'ajout de cette dimension une seule santé. Et donc, on va se baser sur le bilan du PRSE 3 et également la mise à jour récente de l'état des lieux santé-environnement de la région, que Bruno a évoqué tout à l'heure, pour donc poursuivre les actions fructueuses du PRSE 3, mettre encore plus l'accent sur la territorialisation, qui constitue donc maintenant un axe dédié du PNSE 4, et bien sûr ajouter les actions obligatoires du PNSE 4. Et notre élément important, c'est que bien sûr, nous allons chercher l'articulation avec la stratégie OR-Sol portée par le préfet de région et que Françoise Noars a évoqué tout à l'heure en introduction. Et puis, on cherchera aussi l'articulation avec d'autres dispositifs locaux, comme les CRTE, ça a été évoqué dans une question du chat tout à l'heure, pour vraiment travailler sur des projets de territoire, essayer d'être au plus proche du terrain. Voilà. Alors, il faut noter aussi que la mise en œuvre de l'approche élargie une seule santé, ça va nous conduire à chercher à élargir l'implication des services déconcentrés de l'État, en complément de l'ARS, la DREAL, le SGAR, qui sont là aujourd'hui. Nous sommes donc les porteurs actuels du PRSE 3. Et là, je pense par exemple à la DRAF pour tous les sujets alimentation, agriculture, forêt, l'OFB pour les sujets de biodiversité. Donc, on voit qu'il va falloir élargir à de nouveaux partenaires, ce qui va forcément être intéressant. Mais en termes de concertation locale, on propose de continuer le travail avec les parties prenantes rassemblées au sein de la communauté régionale santé-environnement que vous représentez aujourd'hui, parce que ça a prouvé son efficacité. Alors, côté calendrier, les choses vont s'accélérer à partir de l'automne, puisque globalement, on prévoit une élaboration sur une période d'1 an, entre novembre 2022 et novembre 2023, pour la publication du PRSE 4. Et donc, vous serez largement impliqués, parce que cette concertation, on l'a dit, est vraiment importante. On sera amené à recueillir vos propositions à divers stades et par différents outils, dans différents formats, avant d'arriver donc à un projet de PRSE qu'on pourra vous présenter, avant d'aboutir à un plan final qui, on l'espère, donnera satisfaction à tout le monde. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pauline, pour ces éléments prospectifs sur le futur plan, enfin l'actuel plan national 4 et puis le futur PRSE 4. On vous propose de poursuivre avec quelques interventions autour de cette fameuse approche une seule santé.
non sans vous avoir indiqué qu'il y a beaucoup de questions sur le chat auxquelles il n'est pas forcément possible de répondre en temps réel. Donc, on répond à certaines questions factuelles tout de suite. Pour d'autres questions, on en prendra quelques-unes à la toute fin de ce webinaire. Et puis, pour d'autres questions, ça fera l'objet d'une réponse différée qui vous sera envoyée dans les tout prochains jours. Sur l'introduction donc à ce fameux concept Une seule santé, nous avons prévu 3 prises de parole pour vous donner 3 angles de perception et d'appropriation différents de cette notion. Donc il y aura d'abord la prise de parole de Christine Ferron pour la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, la FNES. Il y aura ensuite Pascal Boireau, directeur du laboratoire de santé animale à l'ANSES, et puis Diana Sepulveda, ingénieure santé-environnement à la ville de Lyon. Donc, je donne la parole à Madame Ferron. Bonjour à tous et toutes. Je remercie les organisateurs et organisatrices de ce webinaire de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Voilà. Alors, effectivement, j'ai été invitée à vous présenter de manière un peu succincte mais l'initiative One Health et ses liens avec la promotion de la santé. C'est vraiment l'orientation générale de cette courte présentation. Et en fait, je voudrais commencer simplement par rappeler que plusieurs concepts ont émergé au cours des dernières années qui relient la santé humaine à son environnement animal et écologique, et que l'émergence de tous ces concepts se situe dans le contexte du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de la mondialisation économique. Ce sont les concepts de Eco-Health, Global Health, Planetary Health, et celui dont je vais parler, c'est le concept de One Health. Alors, l'initiative One Health, elle a été rapidement évoquée à l'instant. Elle résulte d'une association entre l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et elle promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, de la santé animale et de la santé environnementale, considérées comme interdépendantes aux échelles locales, nationales et planétaires. Cette approche, elle vise à mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique et bien sûr, on comprend bien l'intérêt qu'elle suscite aujourd'hui. Alors, pour faire cette brève présentation, je vais reprendre en fait 3 interventions qui ont été présentées au cours de la session One Health, une seule santé pour tous et toutes. Comment l'initiative One Health peut-elle s'inscrire dans une perspective de promotion de la santé? Une session qui a été organisée par notre fédération dans le cadre du congrès 2021 de la Société française de santé publique. Et chaque intervention a été suivie d'une illustration sous la forme d'une action concrète menée par l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier Lucie Pelos qui a fait ces présentations. Alors, je rappelle très rapidement ce qu'est la promotion de la santé. C'est un ensemble de pratiques spécialisées de santé publique qui visent le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes sur leurs conditions de vie et de santé, à l'aide de stratégies d'intervention telles que l'éducation pour la santé, l'organisation communautaire, l'action sur les environnements, le plaidoyer politique et la réorientation du secteur du soin. Les interventions en promotion de la santé sont des systèmes d'action complexes et multiniveaux qui impliquent une diversité d'acteurs coordonnant leurs actions en fonction des conditions et du milieu dans lesquels elles sont mises en œuvre et qui favorisent toujours la participation et le développement du pouvoir d'agir des populations avec un souci d'équité en matière de santé. Et ces systèmes d'action peuvent prendre la forme de stratégies, de politiques publiques ou de programmes qui peuvent émaner d'une variété de secteurs qui vont caractériser la promotion de la santé comme un domaine pluridisciplinaire et comme une démarche privilégiant l'intersectorialité. Et c'est là qu'on retrouve la notion de santé dans toutes les politiques, qui concerne évidemment également l'approche One Health. Alors, la première intervenante de notre session, c'était Hélène Soublé, qui a présenté une communication intitulée Initiative One Health, 3 piliers pour une urgence. Et Hélène Soublé donc, nous a présenté ce schéma qui est très parlant, qui montre au fil des millénaires et des siècles l'émergence des pandémies. Et ce que constate Hélène Soublé, c'est qu'au moins 6 pandémies mondiales ont eu lieu depuis la pandémie grippale de 1918, dont celle du VIH-Sida, du SRAS et de la Covid-19, ainsi que 3 autres pandémies causées par les virus de la grippe. Elle constate également que la fréquence de ces pandémies augmente avec le temps.
Le premier pilier, en fait, que met en avant Hélène Soublé par rapport à cette situation, c'est la protection de la biodiversité. Et là encore, Hélène Soublé rappelle, au travers de ce schéma, que le pourcentage cumulé, en fait, sur la base d'un taux d'extinction des animaux au niveau de la planète, n'a fait que croître au fil des derniers siècles, avec une augmentation très, très importante au cours du siècle dernier. Ce que montrait également Hélène Soublé, c'est que ces extinctions animales ont suivi de manière très spectaculaire en fait l'arrivée des êtres humains et quel que soit le continent concerné, donc avec ces trois graphiques que je vous montre ici. Et enfin, elle a montré également que finalement la proportion en fait d'animaux sauvages sur la planète est également infiniment moindre que ce qu'elle était il y a quelques centaines de milliers d'années, et que à la fois la masse représentée par les êtres humains et par les animaux domestiques représente aujourd'hui une masse très très importante par rapport aux animaux sauvages. Alors, la biodiversité s'effondre, et alors, demande Hélène Soublé, en fait, la prédominance de l'être humain et de nos animaux domestiques modifie la dynamique des agents infectieux, perturbe la répartition et la composition des communautés végétales et animales et fragmente les habitats. La détérioration des écosystèmes par les activités humaines, que sont notamment la déforestation, la multiplication des infrastructures humaines, l'urbanisation, le développement de l'élevage, la participation au changement climatique, toute cette détérioration concourt à rassembler les conditions favorables à l'émergence de maladies infectieuses, alors que la biodiversité est véritablement au cœur de toute vie sur Terre. Le deuxième pilier qu'a mis en avant Hélène Soublé dans son intervention, c'est la prévention de l'exposition par contact. Elle rappelle que les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent directement ou indirectement des animaux aux humains et vice-versa, que ces zoonoses sont à l'origine de 60% des maladies infectieuses des êtres humains, qu'il s'agisse de la maladie de Lyme, d'Ebola, de la toxoplasmose. Plus de 70% des maladies émergentes sont causées par des microbes présents chez les animaux qui se propagent par contact entre les animaux sauvages, le bétail et les êtres humains. Et presque 100% des pandémies ont été causées par des zoonoses. Il est donc essentiel d'inclure la science de la santé de la faune sauvage comme une composante essentielle de la prévention, de la surveillance, du suivi, du contrôle et de l'atténuation des maladies au niveau mondial. Il s'agit alors d'interroger notre modèle de développement, de déforestation, d'agriculture intensive, d'urbanisation et d'industrialisation. Le troisième pilier qu'a mis en avant Hélène Soublé, c'est la protection des milieux naturels. Il s'agit pour elle de reconnaître que les décisions relatives à l'utilisation des terres et à l'utilisation de l'eau ont des répercussions réelles sur la santé. Les altérations de la résilience des écosystèmes et les modifications des schémas d'émergence et de propagation des maladies se manifestent lorsque cette relation n'est pas prise en compte. Et elle citait notamment un article scientifique montrant le lien entre l'émergence du virus Ebola et la déforestation dans les pays où ce virus a émergé. Alors, un exemple d'action mis en place par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes s'intitule « Capitalisation transversale de dynamique collective de revégétalisation et débitumisation de l'espace public », un travail qui a permis à de nombreux acteurs de prendre conscience du fait qu'en travaillant sur la revégétalisation, ils amélioraient aussi la santé des humains. Il y a donc une nécessité de décloisonner les approches. Une préservation de l'environnement va de pair avec la préservation de la santé. Madame Ferron, j'en profite pour vous glisser qu'il vous reste environ 2 minutes. Ah bon, très bien. Bon, ben, ça va être un peu difficile. Alors, Cyril Harpé, lui, a montré les convergences entre la promotion de la santé et la santé-environnement. Une convergence dans les termes, une convergence également dans l'esprit et une convergence dans les recommandations. Mon diaporama sera à disposition, vous pourrez retrouver les détails de ces présentations. Il a également montré que dans les termes, il y avait un travail de vocabulaire commun à mettre en œuvre pour que les différents secteurs puissent travailler ensemble.
Et enfin, il a mis en évidence aussi qu'il y avait des divergences entre les différents secteurs, également dans l'esprit, dans les mesures ou dans les pratiques, avec un certain nombre d'exemples. Ce qui manque, selon Cyril Harpé en santé-environnement, ce sont les diagnostics en environnement et santé sur les territoires, c'est l'approche populationnelle, c'est les études concernant les comportements, usages et pratiques des populations, et c'est la transversalité des expertises. Un exemple d'action qui a été menée dans ce cadre par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, penser ensemble la santé des écosystèmes et la santé humaine, une exigence pour promouvoir la santé. À chaque fois, vous avez aussi les liens, donc vous pouvez aller rechercher des informations sur ces différentes actions. Il s'agissait pour l'IREPS d'identifier les causes de l'engourdissement de la promotion de la santé par rapport à One Health, avec notamment une vision anthropocentrique qui prend en compte les déterminants sociaux de la santé, mais néglige souvent les déterminants écologiques, et des pistes pour l'action en promotion de la santé, comme favoriser l'éducation dehors, renforcer la connaissance et la prise en compte des émotions, développer les compétences psychosociales autour de la santé environnementale, et accompagner les territoires à prendre en compte les multiples déterminants de la santé humaine et de l'environnement dans la mise en œuvre de leur politique. Et enfin, la troisième intervention qui émanait de l'INRA, en quoi la protection de l'environnement et la réduction des inégalités sociales de santé sont-elles indissociables? Les inégalités sociales nuisibles à l'environnement, des maux environnementaux qui creusent les inégalités, par quel processus? Par l'inégalité sociale d'exposition aux risques, d'accès aux ressources, d'impact sur l'environnement, de pouvoir d'agir, de capacité à bénéficier des politiques environnementales. Les inégalités sont renforcées par les politiques publiques environnementales qui accroissent les inégalités de participation aux efforts et de distribution des bénéfices. Et là encore, un dernier exemple d'action mis en œuvre dans ce cadre par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui a organisé une matinée débat pour réfléchir sur le lien étroit entre facteur social et facteur environnemental, pour battre en brèche finalement un certain nombre d'idées reçues, selon lesquelles les risques environnementaux concerneraient toutes les populations de la même manière, ou également selon lesquelles les populations défavorisées seraient moins respectueuses de l'environnement, ou que tous pourraient bénéficier de la même façon des actions publiques en lien avec un mieux-être environnemental. Et le rôle fondamental que jouent les politiques publiques, avec la nécessité de changements structurels pour aller vers plus d'intersectorialité, l'importance de l'éducation et la mobilisation du levier de la participation au travers de démarches associatives, de la mobilisation des habitants face à un problème environnemental, du droit à savoir, etc. Alors j'en termine très rapidement avec les principaux enjeux. Intégrer véritablement les trois dimensions de la santé humaine, animale et environnementale, et notamment en transformant en politique les concepts novateurs et ambitieux avancés depuis 20 ans pour proposer des progrès dans ce domaine. Et enfin, soutenir les collectifs intersectoriels compétents et mobilisés qui existent au niveau local et surmonter les conflits d'intérêts et conflits d'usage qui empêchent de progresser en cette matière. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Ferron, pour cet exercice difficile de mettre en perspective le lien entre une seule santé et la notion d'inégalité sociale, territoriale et environnementale de santé. Merci pour votre esprit synthétique. En complément, maintenant, je vous propose de passer à la prise de parole de Pascal Boireau de l'ANSES. C'est bon. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour cette invitation et merci également à Madame Ferron d'avoir bien, je dirais, illustré et présenté le terrain, puisqu'on me demandait de faire un zoom sur cette définition de ce qu'est un monde, une santé, de ce mot d'ordre épistémique, un mot compliqué, mais qui illustre en fait ce que cela veut dire. Tout compte fait, c'est plus qu'un concept, c'est moins qu'une réalité à décrire. En fait, c'est une action à mener. Voilà ce qu'est le One Health, tout compte fait, le un monde, une santé. Alors, pour l'illustrer, je renvoie bien sûr à Michalon qui a illustré cela dans une revue internationale récemment au niveau définition, qui est, je trouve, une définition tout à fait réaliste. Nous sommes liés tous ensemble sur cette petite planète qu'on appelle la Terre, qui, je le rappelle, n'est pas en accordéon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas extensible.
Et donc, il y a aussi des maladies infectieuses. J'insiste un tout petit peu en tant qu'infectiologue qu'une maladie infectieuse, tout compte fait, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre individuel et c'est un déséquilibre collectif. Vous l'avez vécu pour l'épisode de la Covid-19, vous le vivez encore. Effectivement, c'est un signe. C'est un signe, une maladie infectieuse, c'est un signe de perturbation globale ou individuelle. L'individu ne peut pas surmonter un agresseur. Alors, dans quel monde on vit pour définir ce contexte et comment aborder ce mot d'ordre épistémique One Health, un monde, une santé? Eh bien, on va faire un petit voyage dans le temps et l'espace en 8 minutes. Dans le temps, eh bien, dans le temps, on peut résumer notre humanité. Vous voyez qu'elle est très courte, notre humanité, tout compte fait, à l'échelle de la Terre. Elle est de quelques dizaines de milliers d'années, tout compte fait, c'est tout. Et si je reviens à la fin de la période glaciaire que nous avons vécue au sens de l'humain, c'est-à-dire qui s'est éteint à peu près à 14 000 ans de cela, la température s'est relevée. Vous voyez que la température était de l'ordre de moins 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Et là, eh bien, les humains ont posé leurs valises, ont posé leurs tentes, et nous sommes passés du nomadisme au cercle villageois. Et c'est là que la domestication a pu se faire. Domestication de plantes agronomiques, domestication des espèces animales. C'était la fin du mammouth, vous l'avez vu sur la précédente présentation, et donc l'homme est passé de la cueillette et chasse à la domestication. Et si je fais un raccourci dans le temps, quelques milliers d'années plus tard, le cheval a été domestiqué pour lui permettre d'avoir la force motrice animale, ce qui a atténué l'esclavage, parce que si on n'a pas la force motrice animale, tout compte fait, on a des esclaves. Et puis, fantastique, la machine à vapeur a été trouvée il y a un peu plus de 2 siècles quand même déjà, et cette machine à vapeur a commencé de remplacer la force animale elle-même. Et alors là, coup de génie que les humains ont eu, ils ont trouvé le pétrole, c'est-à-dire le condensat de l'énergie pour nous faire bouger ces machines à vapeur. Et donc, nous vivons depuis 2 siècles dans ce concept d'énergie et de consommation d'énergie pour faire bouger nos machines, ce qui a eu des effets tout à fait fantastiques, la fin de l'esclavage, la fin également de la traction animale dans beaucoup de parties du monde, mais pas partout. Donc voilà notre humanité. Vous voyez comment l'animal est intriqué avec notre humanité. Mais dans quel monde sommes-nous? Nous sommes toujours intriqués avec ces animaux et nous sommes dans cette biodiversité qui a été présentée par Madame Ferron, cette biodiversité pour laquelle le monde animal est relativement petit, vous voyez sur la partie gauche de l'écran, par rapport au domaine de plantes et de bactéries ou de protozoaires. Par contre, si vous regardez sur la partie droite, vous voyez que l'humain et les animaux de rente, ce qu'on appelle les livestock en anglais, effectivement, est tout à fait important, notamment par rapport aux vertébrés sauvages. Les vertébrés sauvages, tout compte fait, si je reprends le graphe qu'a publié Serge Morand il y a quelques années, vous voyez que la Terre est dominée au niveau des animaux à 4 pattes, vertébrés à sang chaud, essentiellement par nos animaux domestiques, qui sont là pour nous nourrir, nous vêtir, nous alimenter, ou pour tirer des charrettes, dans certains cas. Donc, vous voyez que tout compte fait, la biodiversité des animaux à 4 pattes vertébrés, elle est réglée. Elle est réglée, elle est confinée dans les parcs naturels et les zoos. Ça, c'est une affaire qui est réglée. Il n'y a pas à se dire on va recréer la biodiversité, c'est réglé. Alors, bien sûr, la population humaine également a été multipliée par 2 en l'espace d'un demi-siècle. Je rappelle, la Terre n'est pas extensible. Et parce qu'en même temps que la population humaine s'accroît, la population de nos animaux à 4 pattes préférés s'accroît aussi. Et donc, on occupe l'espace. Et l'espace ne pourra pas être occupé indéfiniment, parce que nous sommes sur une Terre qui est limitée. Alors, si je rentre un petit peu dans cette notion-là, il y a aussi un grand brassage de ces agents microbiens, parce que je vous ai montré tout à l'heure que la biomasse microbienne est bien plus importante que la biomasse du monde vertébré animal à sang chaud que nous connaissons. Et donc, il y a un partage.
Et dès lors qu'il y a aussi un monde dans lequel nous empruntons sur les générations futures, là, il y a un problème. Et c'est là qu'il y a le problème d'un monde, une santé, tout compte fait. Le monde, il est là le problème. C'est que nous vivons à crédit. C'est-à-dire que nos fameuses machines à vapeur, nous les faisons tourner en empruntant sur une énergie fossile que nous consommons, j'ose le dire, de façon éhontée, puisque c'est la première fois de toute l'humanité, bref, vous avez vu quelques dizaines de milliers d'années, que nous empruntons sur la tête de nos enfants sans leur demander leur avis, et de nos petits-enfants. Alors, je dirais l'emprunt sur les enfants sans leur dire, en leur cachant parce que ça signifie qu'eux n'auront pas la facilité que nous avons, puisque comme vous le voyez, à partir de du 5 mai de cette année, nous empruntons sur la tête de nos enfants pour tout ce que nous brûlons, pour tout ce que nous consommons comme énergie. Quand vous allumerez votre électricité ce soir à la maison, vous penserez que vous consommez sur la tête de vos enfants. Nous tous, nous consommons sur la tête de nos enfants. Quand nous allumerons ce soir notre écran de télévision, nous consommons sur la tête de nos enfants. C'est fantastique, ça n'a jamais existé précédemment, c'est nouveau. C'est nouveau, l'impact pourrait s'arrêter là, au-delà du fait que nous sommes égoïstes collectivement à emprunter sur nos enfants, c'est qu'à consommer de l'énergie, nous brûlons et nous produisons du CO2. Tous les scénarios indiquent qu'en 2050, nous serons à plus 2 degrés. Je vous ai montré ce qu'était l'impact d'une période glaciaire, 4 degrés de différence. 2 degrés, c'est la moitié. Ce changement aura des conséquences gravissimes, notamment, bien sûr, par l'émergence d'épidémies. Ça a déjà été dit, il y a une émergence. Notons que nous avons relativement peu de remèdes pour lutter contre ces maladies émergentes, mais tout compte fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un lien dans notre monde entre la santé de l'environnement, la santé animale et la santé humaine. Quand l'un ne va pas, il y a un impact sur les deux autres compartiments. Et donc, les défis aujourd'hui, eh bien, tout compte fait, c'est avec une grande humilité, d'abord, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas si nous empruntons sur la tête de nos enfants, tout simplement. Et donc, c'est vraiment, si je reprends ce mot qui vient d'être remis dans un journal récent, il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie, c'est-à-dire que ce mot d'ordre épistémique, un monde, une santé, est là avant tout pour nous permettre d'agir dans notre activité avec une grande économie et que tout ce que nous faisons soit fait d'abord avec économie. Parce que je vais terminer ici, tout compte fait au niveau pratique. Vous avez une démarche au niveau régional qui est tout à fait importante parce que la cellule régionale comme la cellule familiale doivent travailler de concert, comme l'État, doivent travailler de concert effectivement sur ce concept, puisque vous voyez que nous sommes au cœur de notre humain, au cœur de l'évolution de notre humanité. Et que là, je dirais, si on prend ce mot, le progrès n'a un sens que s'il n'empiète pas et ne détruit pas là où il va. Or, force est de constater que depuis le petit raccourci de l'histoire de l'humanité que je vous ai fait, je ne vous mets pas tous les indicateurs de destruction, mais je vous les laisse découvrir, ils existent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on doit agir dans la sérénité et également dans la créativité avec cette sobriété que nous devons tenir compte, puisque nous sommes très nombreux, eh bien, nous devons partager encore plus. Et quand vous achetez un bien, je vous pose la question, connaissez-vous le taux de production de CO2 pour ce bien? Quand vous achetez un bien, connaissez-vous le coût en eau de ce bien? Quand vous achetez un appartement ou que vous louez un appartement, est-ce que vous êtes intéressé au classement bien-être santé de cet appartement? Sachant que vous avez tous les indicateurs pour l'énergie, pour la production de gaz à effet de serre, mais est-ce que vous êtes intéressé au bien-être de cet appartement? Qui, effectivement, si vous êtes en mal-être, il y a un risque de tomber malade. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boireau, pour cette manière d'appréhender le concept Une seule santé, complémentaire à l'intervention de Madame Ferron et qui va être complétée par l'intervention de
de Madame Sepulveda dans quelques secondes. Merci encore pour cette intervention. La parole est donc pour cette troisième prise de parole autour du concept Une seule santé à Diana Sepulveda de la ville de Lyon. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup aussi à M. Boireau et Mme Ferron d'avoir vraiment complété cette approche Une seule santé. Moi, je vais vous parler plutôt du côté pratique d'une seule santé. Par contre, je ne peux pas démarrer le partage de l'écran parce que... Oui, effectivement, M. Boireau. Alors, je continue à me présenter. Je suis biologiste et ingénieur de formation. Et je travaille à la direction de la santé de la ville de Lyon comme chargée mission de la mission biodiversité urbaine et santé. Voilà, alors je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que là, on le voit? C'est bon. Oui. Je vais arrêter la vidéo, comme ça, la bande passante va être plus facile. OK. Voilà, moi, je vais intervenir plutôt sur ce côté, en fait, pratique d'une seule santé. Comme M. Barreau il l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'approche d'une seule santé, c'est une action à amener. Et vous allez voir pourquoi on dit ça à la ville de Lyon. Alors, Madame Ferron, par contre, j'ai un problème pour passer mon... Voilà. Madame Ferron, il avait dit, moi, je ne vais pas rester longtemps dans ces diapositives-là, mais la nature et les espaces végétalisés sont de plus en plus présents dans les villes françaises, hein, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ces natures. Et Madame Ferron, il a bien dit. Alors, on est en train de refabriquer les villes, parce qu'on donne place aux vivants à tous les niveaux. Et qui dit tous les niveaux, on parle de trames vertes, de renaturalisation des sols, de végétalisation, de création des espaces verts, de l'agriculture urbaine aussi, la végétalisation des cours d'école, des jardins partagés. On a aussi en fait des poulaillers pédagogiques. On a des présences de parcs urbains évidemment, des zones humides, des zones de baignade urbaines, etc. Là, je suis en train de vous parler de biodiversité urbaine. Alors, c'est-à-dire que le paysage urbain, il est en train d'évoluer dans une vitesse vraiment, en fait, on le voit à Lyon, on est en train de réintroduire la nature. La nature, mais c'est tous les jours qu'on voit passer des projets. Et il faut prendre en compte aussi que cette évolution de ce paysage urbain, en parallèle aussi, il y a les interfaces et les interactions homme-animal-environnement qui vont évoluer aussi. C'est-à-dire, les enjeux sanitaires et les enjeux environnementaux sont largement croisés. Et là, pour nous, les villes, on se pose la question comment, avec ces renaturalisations en ville qu'on a besoin, parce qu'ils répondent à beaucoup des enjeux en fait, environnementaux, sanitaires et de santé, pardon, comment faire en sorte d'avoir une biodiversité urbaine plus présente, évidemment, sans pour autant augmenter les risques sanitaires. Et bon, là, je peux donner un exemple, les risques zoonotiques à l'intérieur des villes pour nos populations. Et là, M. Barreau, il a dit vraiment bien, le COVID nous rappelle que la santé des humains, la santé des animaux domestiques et sauvages, la santé des plantes et la santé d'écosystèmes, et là, je vais parler d'écosystèmes urbains, est étroitement liée et interdépendante. Ça veut dire que si on reconnaît cette interdépendance, on va reconnaître aussi la nécessité d'une démarche transversale. Et c'est ça l'approche Une seule santé, One Health. C'est une approche qu'on peut dire complexe, mais c'est plus proche de la réalité. Et c'est dans ce cadre que nous avons, en fait, à la ville de Lyon, en fait, nous avons souhaité aborder la biodiversité urbaine sous un angle pluridisciplinaire, évidemment, dont les enjeux de santé publique et santé environnementale à travers la mise en place de différents projets et partenariats qui vont impliquer de manière active la communauté scientifique, les gestionnaires des espaces publics urbains et les professionnels de la santé. Alors, ces projets scientifiques, en fait, que vous voyez là, ils visent étudier, en fait, l'objectif, c'est étudier
comment la qualité des différents milieux, que ce soit terrestres, aquatiques et atmosphériques, on a un impact sur la santé, sur les trois santé qu'on parlait tout à l'heure, sur la santé humaine, sur la santé animale, sur la santé végétale et la santé, moi j'aime bien les mots, la santé d'écosystèmes urbains en ville en fait. Alors, à travers de ces projets, en fait, on a l'Atlas de la biodiversité lyonnaise, qui on travaille avec la direction des espaces verts. Cet atlas, qui a pas mal de villes qui l'ont aussi, pour nous, c'est un outil très intéressant parce qu'à travers de cet outil, on peut créer des indicateurs de qualité des milieux par le croisement des données, que ce soit des données de la qualité écologique ou que ce soit des données de la qualité sanitaire des milieux, avec plusieurs informations géographiques, avec une analyse thématique sur les différents facteurs qui vont conditionner la présence ou non des différentes espèces. Parmi les espèces, si je peux utiliser le mot nuisible, mais c'est mieux le mot enjeu, dans ces espaces-là. Alors, bon, là, je vais passer. Bon, là, moi, chaque projet-là, pour nous, c'est un outil, c'est un moyen pour pouvoir caractériser comment et dans quelle mesure les paysages urbains lyonnais favorisent ou limitent la propagation des espèces en jeu. Évaluer aussi les impacts de la réintroduction de la faune sauvage au milieu urbain. Parce que pourquoi je dis faune sauvage? Parce qu'on est normalement en train de connecter les trains verts et bleus. Qui dit connexion des trains verts et bleus, on parle de perméabilité des corridors écologiques. Ça veut dire qu'on ramène un peu la campagne dans nos villes. Mais il faut se poser aussi la question parce qu'on peut polluer, nous aussi, cette campagne-là avec ces trains verts et bleus. Alors, c'est quelque chose à surveiller, c'est très important. Évaluer aussi les impacts sanitaires potentiels et avérés sur la qualité des milieux que je viens de vous montrer. Et là, je vais parler de végétalisation des cours d'école, que je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, toute cette évolution de la ville rapide qu'on est en train de vivre maintenant, pour à la fin arriver avec ce travail transversal de construire des mesures de prévention, de gestion et de sensibilisation et de communication sur le mode aussi, sur le mode de gestion de ces écosystèmes urbains, mais toujours en fait, toujours prenons en compte la santé, en fait, les trois santé et la protection de la biodiversité. Voilà, moi j'essaie d'aller plus vite. Alors là, je vais vous donner un exemple parmi ces projets. On a un projet d'études scientifiques qui est né déjà depuis de l'année 2018. C'est un projet, je l'appelle comme ça un projet qu'on construit parce qu'on a différents experts qui travaillent dans ce projet-là. Pourquoi j'ai décidé de vous le montrer? Parce que c'est très important en fait quand on peut prendre ces qualités des milieux, ces préventions des risques au niveau de nos milieux en fait urbains. Il est important de prendre en compte trois approches: l'approche environnementale, l'approche sanitaire et l'approche sociologique. Cette approche environnementale, qu'est-ce qui va nous aider? Il va nous aider à déterminer quels sont les facteurs qu'il peut en fait, bon là je parle d'éthique, hein, les facteurs biotiques et abiotiques qui conditionnent la densité d'éthique. Qu'est-ce qui se passe dans nos milieux par rapport à cette espèce? Après, l'approche sanitaire, aller plus loin, c'est caractériser ces risques sanitaires. Est-ce que ces tiques qui sont porteuses de la borrelia, que tout à l'heure, Madame Ferron qui parlait de la maladie de Lyme, et cette approche sociologique, et pour moi, elle est très importante parce qu'elle va nous aider à comprendre les représentations sociales de la nature en ville. Ça, c'est très important, en fait, comment les citoyens ils perçoivent aussi ces natures en ville, ces risques aussi, pour après avoir une construction sociale avec eux. Et là, dans ce travail-là, on a à ce jour, hein, on a arrivé à la conclusion en ville, le cycle de la maladie de Lyme, bon, le cycle de la borrelia, il est incomplet parce qu'on a tous les facteurs abiotiques, ça veut dire l'humidité, la température, mais par contre, on n'a pas tous les facteurs biotiques parce qu'il nous manque
Et là, je l'ai mis ici. Il nous manque la grosse faune sauvage en ville pour pouvoir disséminer en fait les tiques. En périurbain, le cycle il est plus complet qu'en milieu urbain. Mais ça, c'est grâce à quoi on a pu comprendre cette écologie de cette espèce qui dit les tiques dans une écologie urbaine. Le travail en fait transversal et avoir la communauté de scientifiques avec nous. On a un autre projet, je vais bientôt finir. Un autre projet, en fait, aussi, c'est un projet européen. Nous, la ville de Lyon, en fait, il fait partie, en fait, des partenaires. C'est un projet Biorodis Biodiversa. C'est un projet qui nous permet, en fait, d'établir un inventaire des différents rongeurs présents. Tout ça, c'est le parc de la Tête d'Or, si vous connaissez Lyon. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est faire la modélisation aussi des pathogènes que ces rongeurs peuvent véhiculer pour à la fin arriver à tester différents scénarios de gestion de ces biodiversités-là. Et là, dans ce projet-là, on est en plan dans le projet, dans l'approche Une seule santé. Bon, j'espère que c'est clair, je ne vais pas trop rapide. Quelques points de vigilance que maintenant, on peut le dire après de travail avec ce travail transversal, il faut que chaque acteur se positionne par rapport au projet, par rapport à l'action. Ça veut dire que quand on présente l'action, le projet, et on les présente, chaque acteur, il dit, ah oui, là, je me projette dans cette action-là parce que je peux participer, je peux donner mon expertise. Il faut partir toujours, évidemment, d'un état des lieux. Autre chose qu'il faut prendre en compte des points de vigilance, c'est le temps, c'est l'échelle de temporalité, parce que le temps politique, il est différent que le temps scientifique au niveau des publications et aussi le temps des citoyens. Et cette différente échelle de temps, il faut le prendre en compte. Au niveau de la communication, sensibilisation et formation, quelque chose que je tiens beaucoup, il faut toujours communiquer par rapport au cycle biologique de l'espèce. Et on le voit avec les moustiques tigres, on dit qu'il faut être sec avec les moustiques. Il faut éviter, en fait, oui, pardon. Je suis dans le temps, je pense que presque je vais finir, désolée, oui, désolée. Évidemment qu'on trouve quelques freins aussi. On est dans une collectivité où les collectivités, le management, il est plutôt vertical, on fonctionne en silo. La réglementation, elle est toujours un peu loin de la réalité du terrain. Les moyens qui nous manquent et aussi les différentes échelles du travail, parce que soit on l'écoutait tout à l'heure, il faut descendre au niveau des collectivités, il faut descendre au niveau du terrain. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a 7 groupes de travail. C'est un groupe de travail qu'on a mis en place cette année. Il est très intéressant parce que les villes et santé, ils mènent de nombreuses actions sur les espèces nuisibles, si je peux utiliser encore ce mot-là. Et là, en fait, on est en train de travailler tous ensemble pour arriver à la fin à des recommandations en termes de gestion des écosystèmes urbains qui maximisent la préservation de la biodiversité, mais qui préservent aussi la santé des milieux et la santé des utilisateurs de ces lieux au niveau de l'aménagement urbain. Alors, on arrivait à 3 par rapport au protocole, parce qu'on voudrait sortir un protocole, une seule santé en pratique. Hein. On verra si on va arriver. Je suis confiante que oui. Et pour l'instant, on est arrivé à 3 axes importants, une surveillance de ces natures, les caractéristiques du milieu et la l'étude des paysages, il est très important parce que c'est nous, les collectivités responsables de la qualité des milieux, de la ah mince, j'ai mangé le mot. Bon, de la conception, pardon, jusqu'à la gestion de ces milieux-là. Alors, c'est l'étude des paysages, il est très important. Et aussi, c'était axe de communication, sensibilisation et formation, toujours à partir du cycle de vie de l'espèce. Et là, on ne peut pas travailler, nous, tout seul. Il faut qu'on travaille, en fait, à plusieurs, vous l'avez vu. Et quelque chose que je tenais à dire comme aussi conclusion,
c'est qu'un des constats que le milieu urbain, les villes, est peu étudié. On peut faire toutes les actions qu'on veut, mais en ville, en fait, parce que nous, les villes, en fait, la gestion des risques, elle est plus difficile à contrôler dans des grandes villes. C'est pourquoi que les villes ont un rôle important sur les aspects de surveillance et prévention. Par contre, l'écologie urbaine, on ne les connaît pas beaucoup, et même les chercheurs, ils ne les connaissent pas. On connaît bien l'espèce dans leur milieu naturel, mais en milieu urbain, non. On connaît les pigeons, évidemment, les pigeons, les rats, les ambroisies, tout ça, parce que c'est des espèces urbaines depuis longtemps. Mais maintenant, comme on est en train de changer ces biotopes urbains, il y a des espèces invasives qui arrivent, comme les ragondans, exemple. Et là, on connaît cette écologie urbaine, on ne la connaît pas beaucoup, et c'est pour ça que nous avons besoin de la recherche en ville pour comprendre comment fonctionne l'écologie urbaine, qui c'est une science nouvelle, et les interactions entre la biodiversité urbaine et les populations humaines. Voilà. Un grand merci. Moi, je ne sais pas si j'étais claire, j'espère. J'imagine que oui, et que j'étais dans le temps. Absolument. Vous avez été très clair et vous avez été dans le temps. On vous en remercie chaleureusement. Dans le chat, il est relevé que votre présentation était très intéressante, mais était un peu rapide. Donc, l'ensemble des supports qui ont été utilisés aujourd'hui seront bien sûr transmis aux participants à l'échéance de ce webinaire. Pour conclure, je passe la parole au docteur Anne-Marie Durand de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, je vous remercie. Donc, je suis directrice de la santé publique à l'Agence régionale de santé. Je tiens tout particulièrement à remercier nos trois intervenants, Christine Ferron, Pascal Boireau et Diane Sepulveda, pour leur témoignage, leur regard sur cette approche une santé avec des points de vue qui sont vraiment très, très complémentaires, variés, que ce soit sous un angle purement scientifique, celui de la promotion de la santé et de l'urgence à agir, on a bien compris, ou des approches concrètes sur le terrain qui émergent ici ou là, et la ville de Lyon en est un bel exemple. Ceci nous permet à nous tous qui sommes impliqués dans la santé environnementale régionale de nous approprier ce concept et de le faire partager autour de nous, ce qui nous paraît un point vraiment majeur pour la suite. Et cet aspect-là sera bien évidemment au centre de notre PRS 4. Je vous remercie tous également d'avoir été nombreux, présents à cette séance aujourd'hui, qui visait à présenter le bilan de ce PRS 3, en tirer quelques enseignements et à montrer combien il a permis de mettre le pied dans la porte, si je peux me permettre, pour ce développement d'un environnement favorable à la santé et d'utiliser ce concept d'une santé à l'échelle de notre région. Je remercie enfin l'équipe d'appui au PRS 3 qui nous a accompagnés durant toutes ces années, qui a organisé et qui a animé de très belle manière ce webinaire de la CRSE. Après l'été, nous lancerons donc les travaux pour le PRS 4. Je souhaite que notre futur plan mobilise de plus en plus de personnes, et je me réjouis de voir également que l'université, la recherche prennent contact avec nous progressivement, avec le souci de partager leurs connaissances, de partager leurs recherches, leur expertise, pour nous permettre d'avancer et de faciliter les travaux qui vont être menés ici ou là. Outre l'ouverture sur une santé pour laquelle nous avons insisté cet après-midi, le PRS 4 s'appuiera sur les réussites du PRS 3 et restons modestes, le travail va être encore long et on a beaucoup à faire. Nos outils doivent être enrichis, doivent être consolidés, et surtout le défi sera d'amener, comme je viens de le dire, un maximum d'acteurs pour participer, un maximum d'acteurs, mais aussi de citoyens que nous sommes tous, pour vraiment apporter cette approche sur l'ensemble de nos territoires, et c'est un des points majeurs.
Plus que jamais, notre PRSE devra convaincre, devra susciter, accompagner les actions sur nos territoires. C'est vraiment un enjeu majeur dans un contexte, comme on l'a vu, de préoccupation d'un climat qui évolue rapidement et duquel nous devons tenir compte pour pouvoir, là aussi, avancer et tenter de lutter contre les méfaits et les éléments déjà visibles de cet impact. Pour l'activation du levier santé et plus largement une santé, ce PRSE 4 devra s'inscrire en appui des politiques régionales, le SRADET notamment, mais devra aussi impacter, imprégner les politiques locales telles que les PCAET, les PLU, les PAT, les PEDT et tous les autres siglantés qui sont importants sur chacun de nos territoires. Je vous remercie encore de votre participation aujourd'hui et vous donne rendez-vous bien évidemment tous à la rentrée pour les groupes de travail et la préparation de ce PRSE 4. Merci, bonne journée à tous.